de l'enfance, de la petite enfance à l'adolescence. Hier, Michel Raimini nous a parlé de la collaboration des lycéens du lycée Vauban, qui est un lycée professionnel à Auxerre. Et du coup, je me suis plongée dans les témoignages de ces jeunes et j'ai été frappée par la capacité d'analyse et de clairvoyance. Et je me suis dit, ça fait une très bonne entrée en matière pour les colères d'adolescents. Je ne résiste pas à l'envie de vous lire au moins le premier, je ne vais pas tous les lire, mais vous allez voir. Pour moi, la colère, c'est un sentiment de tristesse, de trahison, qu'on ne peut qu'exprimer par la violence. On ne peut pas la maîtriser. C'est comme si le diable s'emparait de ton corps pendant un long moment. Tu as la haine, les larmes aux yeux, tu t'en prends à tout le monde. Des fois, ça peut être très douloureux. Tu te sens tellement trahi que tu peux faire de mauvaises choses. Voilà, c'est un témoignage d'Emmanuel dans lequel je trouve il y a un petit peu tous les ingrédients des colères d'adolescents. Je ne vais pas, comme je vous le disais, vous les lire tous, mais il y en a une autre qui dit chère colère, dans ma vie, tu es ma meilleure amie et ma pire ennemie. À cause de toi, je dis, ou des fois, je dis des choses que je ne veux pas. Et plus loin, elle dit, quelquefois, je dis que j'ai besoin d'une colère saine pour avancer. Voilà, et vous pourrez lire les autres, bien sûr, dans ces excellents témoignages des lycéens du lycée Vauban. Ça, donc, voilà pour les colères de l'adolescence. Il y a aussi les colères de la petite enfance. Alors là, je n'ai pas de témoignage écrit à vous livrer, mais on connaît tous, on a tous plus ou moins vécu ces colères de la petite enfance, d'enfants qui tout d'un coup se mettent à hurler, à crier, à se rouler par terre, à se battre devant des parents qui paraissent bien souvent impuissants, démunis et qui ne savent pas trop quoi faire. Alors, pour tenter de mieux comprendre et décrypter ces colères enfantines, nous avons ici deux intervenants que je vais vous présenter. D'abord, Claire Lapierre, qui est pédopsychiatre, qui est responsable du centre de pédopsychiatrie de Lyon, qui effectue des consultations, et vous êtes aussi thérapeute familiale, et vous appartenez aux membres de la Société de thérapie familiale psychanalytique d'Île-de-France. Patrick Ange Raoult, vous êtes aussi psychologue clinicien, psychomotricien. Vous êtes aussi maître de conférences habilité à diriger des recherches à l'université Grenoble-Lyon, vous m'avez dit. À cheval sur Grenoble. Grenoble et mon labo est à Lyon. D'accord. Et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont Violence et mal-être, des ouvrages qui sont sur la table du libraire, Violence et mal-être, Comprendre et soigner la jalousie, Rage et violence à l'adolescence, et d'autres encore qui sont présentés là-bas. Alors, après les colères politiques, les colères sociales, les colères homériques, on peut se dire quand même que la colère mérite bien aussi son moment de psychologie. C'est pour ça que nous avons ici deux spécialistes, deux psychologues qui vont nous en parler. Je vous propose qu'on organise ce débat en 3 temps, 3 questions sur lesquelles que je vais énoncer maintenant et sur lesquelles vous pourrez vous exprimer chacun à votre tour et interagir si vous voulez, et qui seront coupées peut-être par des questions. La première question, c'est pourquoi l'enfant se met en colère, d'où nous vient la colère. Alors, durant l'enfance et durant l'adolescence, Claire Lapierre, je crois que vous allez nous parler plutôt de la petite enfance. Patrick Raoult, vous allez nous parler plutôt de l'adolescence, sachant que rien n'est borné. La deuxième question, ce sera y a-t-il des bonnes et des mauvaises colères? On a parlé beaucoup de ça dans les entretiens précédents. On développera tout à l'heure. Et la troisième question, eh bien, comment calmer les colères? Ça, c'est les questions de beaucoup de parents, de beaucoup d'éducateurs. Faut-il les réprimer?
Qu'est-ce que les cliniciens peuvent nous dire de ces colères enfantines et de ces colères adolescentes? Alors, je vous propose de commencer par la première question, donc, pourquoi l'enfant se met en colère? D'où vient la colère? Claire, avec la petite enfance, vous voulez commencer? Oui, merci. Déjà, bonjour à toutes et à tous, et merci au Cercle Condorcet de m'avoir invité sur ce sujet qui m'a bien motivée et bien parlé par rapport à ma pratique. Donc, en 2 mots déjà pour introduire un petit peu le propos, la colère est une émotion, c'est-à-dire qu'on la ressent, mais aussi on la ressent dans notre corps. Hein, quelqu'un en a déjà parlé. On se met en colère quand on ressent une frustration, quand on est contrarié dans nos désirs, nos projets, mais aussi quand nos besoins ne sont pas satisfaits, et également quand nous ne nous sentons pas reconnus dans notre personne, dans nos besoins, ou quand notre sécurité est menacée. On reviendra sur cette notion parce que je pense qu'elle est importante, notamment par rapport à tout ce qui a été dit des mouvements sociaux actuels. Donc ça touche à quelque chose de vital, hein. C'est quelque chose qui se met en marche quand on est menacé dans les fondements de notre personne ou dans des choses qui sont très importantes pour nous. Donc je vais repartir un peu du développement du bébé, hein, pour essayer de comprendre et de faire des références voilà, aux théoriciens, alors, soit de la colère en elle-même, soit des concepts proches. On verra que le vocabulaire des psychologues est parfois un peu différent. Voilà, c'est tout l'intérêt de trouver des concepts communs. Donc je suis partie de la toute petite enfance et même de la naissance du bébé. Vous savez que le bébé, quand il naît, c'est une caractéristique de l'espèce humaine. Il est entièrement dépendant de son environnement et il a finalement peu de capacité pour exprimer ses besoins. Donc le bébé pleure pour exprimer ses besoins et aussi son malaise interne, puisqu'on pense que le bébé ressent des angoisses archaïques importantes qui vont s'organiser et se calmer justement dans la relation avec la mère et l'environnement maternant. Donc quand un bébé pleure parce qu'il a faim, par exemple, ou parce qu'il est mouillé, ou parce que quelque chose ne va pas, est-ce de la colère? Est-ce de la détresse? Freud a défini le concept de Hilflosigkeit, littéralement le fait d'être sans secours, qui serait celui du bébé, donc tout petit. Ensuite, quand l'enfant grandit, on peut retenir le concept de la rage de la destructivité du petit enfant dans la désillusion qui est contemporaine du processus de subjectivation, c'est-à-dire que le petit enfant au départ ne se dit pas séparé du reste du monde, il n'existe pas de sujet et d'objet, et pour lui, finalement, l'environnement répond à ses besoins, et petit à petit, dans les soins maternels, la maman ou l'environnement maternant introduit de l'attente un petit peu, ou en tout cas on ne répond pas tout à fait exactement à l'enfant sur ses besoins, et c'est dans ce décalage que naît le processus de subjectivation. L'enfant va être confronté du coup à sa dépendance, à son impuissance, et dans le développement de ce processus de subjectivation, il va passer par une phase, bon, c'est un petit peu théorique, hein, mais ça me semble tout de même important, où il va éprouver de la haine pour tout ce qui n'est pas lui, c'est-à-dire pour l'objet. Alors on retrouve le concept de haine qui est proche de celui de colère, sans toutefois s'y superposer totalement. Ensuite, chez l'enfant plus grand, on va retrouver la colère face à la frustration. Alors, c'est la manifestation, je dirais, de la colère la plus observable dans le développement normal. Elle a encore une fois à voir avec la prise d'autonomie du jeune enfant. Hein. On dit que le moi se pose en s'opposant. Ça a effectivement par lié avec l'opposition, avec cette phase oppositionnelle où l'enfant a besoin de s'affirmer en tant que personne.
mais aussi où il a besoin de comprendre et d'accepter les limites qui lui sont imposées par les figures de l'autorité. Donc tout cela va se structurer au cours de la phase oedipienne, où l'enfant va progressivement rentrer dans la loi commune. Il y perdra des bénéfices en termes de toute puissance, mais il va en gagner d'autres par ce processus. Je voudrais insister sur un quatrième point qui sont les expériences de séparation, parce que je me suis dit qu'en clinique, on voyait beaucoup de colère dans les troubles de l'attachement, chez les enfants ou chez les adultes, d'ailleurs enfin les parents des enfants que nous voyons, qui ont effectivement eu des enfances qui ont été marquées par de la discontinuité, par des ruptures de liens, par une insécurité dans les liens, et ça produit de la symptomatologie, c'est pas la seule, mais en tout cas la colère en général est au premier plan, et une colère parfois très archaïque et violente. Alors, pour parler des expériences de la séparation, alors je vais d'abord un peu parler de Freud, qui en 1920 avait observé son petit-fils Ernst, âgé de 18 mois. Il a décrit suite à ça le célèbre jeu de la bobine ou du Forda, qui est en fait une observation. Donc ce petit garçon de 18 mois, quand sa mère le met au lit et le quitte, cela produit une expérience de séparation pour cet enfant qui est un déplaisir pour lui. Et il va exprimer de la colère. Donc on voit que la colère est au service, au fond, de la gestion par l'enfant des expériences qu'il peut vivre, notamment cette expérience de séparation, et que c'est une façon pour lui de maîtriser cette séparation. Et dans le jeu du Forda, donc le petit Ernst a une bobine accrochée à son lit, et en fait il jette cette bobine au loin, dans un mouvement de colère, qui figure le mouvement de départ de la mère. Donc en fait il maîtrise la séparation grâce à ce jeu, qui est une activité de symbolisation et qui permet de penser la séparation et donc de la maîtriser, de l'élaborer. Alors ensuite, c'est Bowlby, donc qui est vraiment le père de la théorie de l'attachement, théorie qui est appuyée également sur des observations et des références éthologiques de l'observation des animaux. Donc après-guerre, dans les années 50, Bowlby a décrit les réactions de l'enfant à la séparation. Alors les séparations à cette époque-là étaient fréquentes, déjà liées à la guerre et puis liées aussi à des circonstances comme les hospitalisations. Donc il a décrit chez l'enfant petit une réaction en 3 phases, avec une phase de protestation, donc de colère contre la mère qui s'en va, ou la figure maternelle. Ensuite, une phase de désespoir, si la mère ne revient pas. Et une 3e phase, qui est une phase de détachement, comme si l'enfant s'éteint et renonce et offre une surface un petit peu lisse face à cela, alors qu'intérieurement, les dégâts de cette séparation, si elle n'a pas été accompagnée, peut être considérable. Bowlby exprimait bien l'idée qui m'a beaucoup intéressée, je trouve que c'est très actuel en clinique, que les expériences de séparation, quand le lien est sécure, au contraire, ça solidifie le lien, ça réactive l'attachement. Voilà, donc c'est une expérience. On peut bien évidemment vivre des séparations sans traumatisme, je vous rassure, mais quand il y a des séparations très fréquentes, non préparées, et également des menaces de séparation, cela est quelque chose de délétère pour le développement de l'enfant. Voilà, donc je crois que j'ai balayé un petit peu les fondements. Oui, merci, comme ça on peut enchaîner avec Patrick. Voilà, donc je remercie Claire Lapierre d'avoir un petit peu tracé les choses, effectivement. On voit bien que la question de la colère, c'est d'abord une prise au corps avec une déferlante d'émotions et d'activités d'ailleurs aussi de pensées diverses, qui nécessitent une décharge avec une impulsivité plus ou moins importante à ce titre-là, et qui va évoluer parfois dans des états paroxystiques à ce titre-là. Alors je dirais que dans tout phénomène de colère, il y a d'abord cette prise au corps, d'autre part cet effacement des limites, limites entre soi et l'autre, limites de son propre corps, etc. Et que la visée finalement au fond de toute colère, c'est le meurtre. Oui, je sais.
nous saisit quelque peu. Alors, on voit bien quand même, même si c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de haine chez le petit enfant, et vous avez déjà tout à chacun eu en face de vous un enfant de 3 ou 4 ans à qui vous aviez fait une chose absolument abominable du style de lui interdire de reprendre du chocolat, ce qui est quand même assez inadmissible, et vous avez vu l'air teigneux qu'il prend, il vous regarde droit dans les yeux, de toute façon je t'aime plus, tu peux mourir, j'en ai rien à faire. T'auras pas de chocolat quand même. Et là, on voit bien, effectivement. Alors là, je crois que, on a beaucoup insisté, et je crois que c'est, disons, 2 aspects principaux. Je crois qu'il y en a aussi 2 autres. Le premier aspect, effectivement, c'est que la question de la colère, elle est liée à des problématiques de manque. Alors, je dirais aussi qu'il n'y a pas une colère, il y a des colères qualitativement extrêmement différentes, et qui impliquent effectivement des modes d'approche tout à fait variés, à ce titre-là. Alors, ça a bien été dit, la frustration, mais je dirais la frustration, ou ce que d'autres appelaient aussi la privation ou la castration, c'est-à-dire tout ce qui vient nous porter limite, nous enlever quelque chose, que ce soit au plan de la réalité, au plan de l'imaginaire ou au plan symbolique, et que effectivement on supporte mal, et je veux dire quel que soit l'âge, de toute façon on supporte mal, en règle générale. Et puis le deuxième point qui a été aussi souligné, c'est le vécu d'impuissance. Alors, chez l'enfant, évidemment, c'est excessivement terrible parce qu'il rêve de toute puissance et il ne cesse de vivre des situations où il n'est pas à la hauteur, ce qui est quand même relativement pénible, et ce qui le met dans des états de rage parfois, simplement parce qu'il n'arrive pas à ouvrir une bouteille ou je ne sais trop quoi. Derrière tous ces phénomènes de frustration, de privation, etc., ou de vécu d'impuissance, ce que ça rend surtout envoyer, c'est un sentiment d'incomplétude. C'est-à-dire c'est aussi un manque à être, finalement, qui vient provoquer ce désarroi intérieur, cette détresse, comme ça a pu être dit. C'est aussi une atteinte narcissique, c'est-à-dire que c'est l'image de soi-même qui est mise à mal. C'est-à-dire qu'on n'est pas ce qu'on pensait être d'une certaine manière. Et ça, c'est... Alors, effectivement, le narcissisme, c'est quelque chose qui nous est absolument nécessaire. Si on se déteste, ça va être extrêmement compliqué par la suite. Ça vient aussi marquer parfois, on le verra sûrement dans 2-3 exemples qu'on donnera, une faille identitaire, c'est-à-dire une problématique de l'identité. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je suis confronté à un manque, ça vient questionner le qui suis-je en quelque sorte. Alors c'est pour ça qu'on va le retrouver d'ailleurs à l'adolescence, de façon extrêmement vive à ce titre-là, puisque ça fait partie du processus adolescent que de se réinterroger ou de remanier ces problématiques identitaires. Et effectivement, quand on est en difficulté, à ce moment-là, on voit surgir un petit peu ces mouvements-là. C'est aussi les défauts ou les difficultés dans le rapport avec l'idéal. Et la mise en cause des idéaux. C'est pour ça, vous voyez bien, on parlait du champ politique, vous voyez bien dans quel état se mettent certains relativement aux idéologies qui les tiennent. Et puis, je dirais aussi, et ça c'est banal, à la fois chez l'enfant et chez l'adolescent, c'est le défaut de symbolisation au sens, le défaut à mettre des mots sur les choses, qui viennent nous... voilà. Alors il y aurait sûrement d'autres figures à déployer, mais c'est ces problématiques de manque qui vont entraîner surtout un manque à être, et ce manque à être va entraîner un mouvement de détresse et de désespoir, et à ce moment-là, la colère, c'est aussi une stratégie ou une tentative pour se restaurer en quelque sorte. C'est-à-dire que ça, cette fonction-là, c'est une fonction défensive, je dirais dans un premier temps. Alors l'autre point, je ne sais plus dans la répartition comment on avait fait. Bon. Allez-y, l'autre point c'est quoi? Alors l'autre point, c'est le débordement, parce que ce qui caractérise quand même la colère, c'est le fait d'être hors de soi, de ne plus être soi-même à ce moment-là, d'être en proie en quelque chose, à quelque chose qui nous échappe. Cette jeune fille disait bien qu'elle avait le diable au corps, effectivement, je pense qu'il y a un débordement à la fois d'émotions, débordement de pensée, débordement aussi au niveau d'une impulsivité, d'une excitation interne, qui devient extrêmement forte à ce titre-là. Et on s'aperçoit que ce débordement, il peut être interne, mais on voit bien aussi combien des mouvements de colère sont provoqués par des débordements venant de l'extérieur, c'est-à-dire des sentiments d'intrusion, où effectivement le sujet se sent possédé, je dirais presque, intrusé par l'autre, d'une façon ou d'une autre, et ça vient déborder un petit peu les choses. Alors, on y reviendra un petit peu, parce qu'on a un petit peu discuté aussi, c'est qu'il y a, et ça rentre dans les phénomènes d'intrusion, il y a aussi, il faut bien penser qu'un certain nombre de colères sont une réponse aux agressions des autres.
C'est-à-dire que, alors je dis pas qu'elle soit bien ou mal motivée, au moins au ressenti qu'on a d'être intrusé, agressé verbalement, ou d'avoir des réponses inadéquates de la part des autres qui vont être particulièrement forts. Puis un autre point qui va entraîner ce mouvement de débordement interne, et qui me semble très très important, et là aussi, cette jeune fille le dit très très bien, c'est la déception. Or, la vie n'est qu'une suite de déceptions qu'on essaye de gérer plus ou moins bien. La première déception, c'est de ne pas être l'objet merveilleux de ses parents. Parce que tout à l'heure, on parlait de la nécessité de la haine, en quelque sorte, de l'enfant à l'égard du parent qui ne répond pas à toutes ses attentes immédiates, etc. Mais il ne faut pas oublier aussi la haine du parent à l'égard de l'enfant. Pour qui a eu des enfants, on les trouve mignons, de loin, au quotidien. Quand ils sont petits, ils braillent sans arrêt, surtout la nuit, et ça c'est pénible. Un peu plus grands, ils sont dans des attitudes d'adhésivité insistante. Version koala, on ne peut pas s'en débarrasser. Plus tard, ils rentrent dans les négociations persistantes pour nous expliquer pendant des heures et des jours que pour leur survie scolaire, intellectuelle, sociale, la dernière Nintendo est absolument une nécessité. Et je ne vous parle pas à l'adolescence. Sont des plaies ambulantes parfois, pas tout le temps heureusement, mais ce que je veux dire par là, et c'est ce travail effectivement. Alors là aussi, je pense qu'on ne peut pas penser la colère de l'enfant sans penser la colère de l'adulte. Parce que les adultes, dans quel état ils se mettent des fois. Même des fois l'enfant il les regarde, il dit ça va pas bien. C'est-à-dire qu'effectivement il y a un jeu interactif, et on voit bien aussi que la colère c'est à la fois une dynamique imaginaire et une dynamique intersubjective. C'est pas uniquement quelque chose qui se passe comme ça. Alors la rage, on en parlera peut-être un petit peu, peut-être plus à travers des exemples. Puis le dernier point sur lequel j'insisterai, c'est une des fonctions de la colère. La colère, ça sert à projeter son mal-être chez l'autre et à faire que l'autre soit pas bien. Et si l'autre n'est pas bien, on a gagné. Alors quand on a des enfants, on s'en aperçoit vite. Ils ont l'art de nous mettre hors de nous, en réponse aux malades dans lesquels ils sont. Voilà. D'accord. Merci, vous avez tous les deux bien répondu à la première partie du débat organisé en question. Comme ça, vous voulez ajouter quelque chose, Claire ? Oui, peut-être insister un tout petit peu sur la jalousie infantile, parce que la naissance d'un puîné, c'est vraiment un mauvais coup pour l'enfant. Il a déjà fallu qu'il partage sa maman avec son papa et tout l'environnement. Donc voilà, ça fait partie du processus de grandissement et de développement de l'enfant. Mais quand on dit que la colère ou la jalousie fraternelle peut aller jusqu'au meurtre, effectivement, j'avais une petite histoire comme ça d'une famille de 3 enfants qui vient me voir pour l'aîné qui a 6-7 ans et qui fait beaucoup de colère. Et donc voilà, je pointe tout de suite que effectivement il y a un bébé qui est né et que depuis certainement c'est difficile pour lui. Et ça, les parents me disent mais non, il est très très gentil avec son petit frère. Alors effectivement, souvent les enfants, c'est pas directement qu'elle est exprimée cette envie de meurtre, ou de faire partir le bébé, c'est de façon un peu symbolisée, puisqu'ils comprennent bien ils accompagnent le mouvement de joie des parents. Et donc je dis à ces parents, vous savez, c'est quand même un élément important. Et à ce moment-là, ce petit garçon de 6 ans entraîne son petit frère de 4 ans vers le coin jeu. Et il prend la boîte de Playmobil et il dit à son frère, viens, on va jouer à tuer le bébé. C'est effectivement, je crois qu'il faut insister. J'ai beaucoup travaillé sur les questions un petit peu de jalousie. Moi, j'appelle ça de la frérocité, pour être plus précis. Comme je le dis, pour qui a eu des frères et sœurs, on les aime bien, mais morts de temps en temps. Voilà. Ils ont tout eu, on n'a rien eu, il y a des rivalités extrêmement fortes. De façon, pour donner un autre exemple, de façon peut-être un peu plus trash, je me souviens de cette petite fille qui avait pris son petit frère, un tout bébé, qui était à la maison, et qui s'était précipité vers la fenêtre avec le petit frère avec l'intention de le foutre par la fenêtre. Heureusement, les adultes sont intervenus. Et on voit bien que les aînés qui ont une sollicitude, je dirais, très très grande à l'égard de leur puîné, c'est très souvent, en fait, ce qu'on appelle une formation réactionnelle, c'est-à-dire le retournement d'une haine farouche
qui s'est trouvé bloqué en quelque sorte par crainte de perdre l'amour des parents d'une façon ou d'une autre, et qui s'est transformé en sollicitude. Pour le dire encore autrement, quand l'aîné s'occupe trop bien du plus jeune, c'est qu'il a vraiment voulu le découper en morceaux. Merci beaucoup. Alors ça nous conduit directement à la deuxième question, c'est-à-dire on sait que la psychanalyse a insisté sur une saine colère, c'est un processus structurant. Et ma question c'est, à travers tous vos exemples là, y a-t-il de bonnes et de mauvaises colères, c'est-à-dire des colères qui construisent, qui permettent peut-être même de continuer à vivre pour certains, et des colères destructrices qui engendrent la négation de l'autre, la perte de l'estime de soi et certaines pathologies, mais je vais vous laisser en parler. Qui veut commencer? C'est clair? Oui, je crois que c'est très important de souligner la double valence de la colère, qu'on a déjà un petit peu abordée. Donc à la fois bon et mauvais. La colère n'est pas toujours une mauvaise conseillère, mais elle peut l'être, ça dépend de son intensité. Alors effectivement, c'est un mouvement, sain et vivant, de dire, c'est un petit peu comme un enfant ou un adulte va dire écoutez-moi. La colère vient souvent de frustrations accumulées ou d'une frustration forte dans une relation. On n'est pas en colère seul, on l'a dit également, on est en colère contre quelqu'un ou éventuellement peut-être contre un mouvement qui est cristallisé par une figure, le président de la République, par exemple. Donc ce mouvement de dire écoutez-moi, on sent d'ailleurs bien la souffrance derrière la colère ou avec. La colère et la tristesse sont souvent associées. Quand je me rends compte en clinique, quand on demande aux enfants comment ils ressentent un petit peu tel ou tel événement de leur vie, la colère et la tristesse sont souvent associées, ainsi qu'on l'a dit, le sentiment de trahison. Et cette colère, qui est l'expression de cette souffrance, peut déborder aussi l'individu, notamment à l'adolescence, avec le sentiment de ne pas maîtriser. Effectivement, la colère nous fait sortir de nos limites et peut nous amener effectivement à dire ou faire des choses qu'on regrette, dire des choses qu'on ne pense pas, parfois très blessantes. Et aussi, ça peut nous amener, surtout si elle est liée à l'impulsivité, à la violence, avec parfois des conséquences irréparables. C'est vrai que la colère, c'est un petit peu le carburant qui nous permet d'agir. C'est un peu comme le stress, c'est un état qui nous met en alerte, qui nous galvanise un peu. Alors je pense que c'est très important aussi de pouvoir imaginer ce que c'est une colère dans une relation. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de pouvoir, au fond, élaborer la colère. C'est une question qu'on nous pose aussi, qu'est-ce qu'il faut faire avec la colère? Effectivement, pendant très longtemps, on a réprimé les colères de l'enfant en inculquant un petit peu chez l'enfant que la colère était une mauvaise chose, qu'on devait culpabiliser la colère. Ce qui a amené, au fond, si ce mouvement est trop important, à faire que la colère ne s'exprime plus, voire qu'elle se retourne contre la personne. Alors on peut évoquer comme ça des colères qui ne s'expriment pas, sauf par de la mauvaise humeur, de la dépression, même peut se changer en dépression si elle ne peut pas s'exprimer. Actuellement, on pense que c'est plutôt sain de pouvoir exprimer sa colère, mais du coup de l'élaborer. C'est-à-dire que si on a de la colère contre quelqu'un, il y a aussi cet aspect très envahissant de la colère qui est à la fois parfois un mode de survie pour la personne. Je pense au film qu'on a vu jeudi soir, La mariée était en noir, où on voit bien que cette colère et ces plans de vengeance, alors une colère froide puisque c'est très organisé, ça lui sert à pas se suicider, mais qu'au fond son projet de vie, c'est quand même assouvir sa vengeance, et elle le fait sans tenir compte de l'autre, c'est-à-dire que dans le processus de vengeance, l'autre n'existe plus, c'est-à-dire que si on se met à l'écouter, à être en empathie, ça coupe l'empathie en fait, parce que si on n'était plus en empathie, si on était à nouveau en empathie, ou si on en arrive à être à nouveau en empathie, la colère baisse. Et surtout, ce qui fait baisser la colère, c'est si l'autre à laquelle la colère est adressée peut dire oui, ok, effectivement, je t'ai entendu, excuse-moi, je ne m'étais pas rendu compte. Quand c'est comme ça, dans une relation, avec une négociation sous le signe du tiers, sous le signe d'une loi, effectivement, les choses peuvent s'apaiser.
Alors que dans les systèmes, par exemple, de vente d'État, où effectivement un meurtre en justifie un autre et la colère peut continuer comme ça, au mépris de toute loi, sans que jamais le tiers et la loi interviennent et que la personne sorte de sa colère. Alors dans la colère, dans le mauvais aspect de la colère, il y a un dernier aspect que je voudrais souligner, c'est la jouissance de la colère. Alors ça, c'est quelque chose que l'enfant peut apprendre tout petit, c'est-à-dire que si la colère donne du pouvoir, si on cède, du coup, il n'y a pas de raison de s'en priver et de ne pas continuer. Donc il faut bien comprendre que les enfants, ils observent ce qui se passe autour d'eux. Et je me dis aussi que ces personnalités, vous savez, un peu difficiles, qu'on connaît tous, qui se mettent facilement en colère, on voit bien comment leur entourage s'aménage par rapport à ça, qu'on se met à développer des stratégies pour ne pas les mettre en colère, parce que justement la colère, c'est désagréable à subir. Donc il peut y avoir une forme de jouissance à la colère et des bénéfices qui vont amener à continuer. Voilà, donc je voulais souligner ça. Bien, oui, non, moi, je suis tout à fait en accord. Alors moi j'avais mis un triptyque par rapport à ça. Effectivement, il y a toute la dimension de caractère, je dirais, pathologique pour nous, ou malsain, des formes de colère. La question de la vengeance quand même est au cœur de l'évolution d'un certain nombre de réactions colériques. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a des vengeances chaudes, il y a des vengeances froides. Les vengeances froides sont souvent des vengeances perverses. C'est les plus difficiles à gérer et les plus destructrices au long cours, à ce titre-là. Mais bon, c'est bien sûr la destructivité, et puis il y a des vengeances aussi, dans les mouvements destructeurs. Moi j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes gens sympathiques et dynamiques, qu'on appelle en règle générale délinquants, et on voit bien effectivement que c'est finalement le social qui est le lieu de l'exercice de leur vengeance des drames intérieurs qu'ils ont vécus. Et c'est très très net au début des actes délinquants, qui sont des actes de réappropriation finalement des affects, de l'affection qu'ils n'ont pas reçue. Alors parfois ça tourne au retournement mélancolique, sous la forme la plus classique, c'est effectivement les formes dépressives, ou les formes suicidaires, qu'on voit très très nettement, c'est-à-dire que le sujet est habité par la haine de l'autre qui finit par le persécuter intérieurement et qui se réapproprie comme mode de vie, ce qui quand même est un peu difficile. Et puis je suis tout à fait d'accord pour insister sur le fait que dans le mouvement de colère, ou dans l'inscription, je dirais, caractérielle en quelque sorte de la colère, il y a une perte d'empathie, une désempathie, l'autre est réduit à une fonction d'objet sur lequel on vient déverser les résidus de haine qu'on a. La deuxième fonction, et là aussi ça a été souligné, c'est la colère comme stratégie d'évitement. Stratégie d'évitement, soit pour sauvegarder sa toute-puissance, et on le voit bien dans les colères infantiles, on le voit bien aussi dans un certain nombre de réactions adolescentes à ce titre-là, moyen de manipulation, voire pire encore, et là on le voit bien dans toutes les histoires de violence intrafamiliale en particulier, c'est-à-dire moyen de terroriser l'autre. Ou dans les situations de harcèlement scolaire, c'est très très net pour certains harceleurs, c'est-à-dire c'est la jouissance provoquée par la terreur que j'impulse dans l'autre. Et là on voit bien effectivement que la colère c'est une scénarisation de façon à avoir un impact déstructurant. Et c'est-à-dire qu'on rentre dans les stratégies d'emprise. Alors le troisième registre effectivement, c'est bien la colère. Après tout ce que je vous ai dit, vous n'allez pas me croire, mais si, c'est bien parce que effectivement, c'est un travail pour se distancier, se différencier. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est les adolescents. Pour ça. Parce que les adolescents, ils sont obligés, vous savez, tout le travail de l'adolescent, c'est comment se débarrasser de ses parents. Tout en ayant encore besoin d'eux. C'est le discours paradoxal de l'adolescent. Laisse-moi tranquille, pourquoi tu m'aides pas ? Après on est bien embêté, quoi qu'on fasse, de toute façon on a tort. Mais effectivement, et en particulier quand il y a des relations un petit peu d'empiètement, d'envahissement, des parents qui sont trop présents ou mal présents, la seule façon parfois de s'en sortir, c'est de se mettre en colère. Et on voit bien là, le travail de distanciation nécessaire qui permet de travailler son autonomisation.
Comment ça fait partie donc de ce qu'on disait pour les petits, mais pour les adolescents aussi. Hein, vous savez bien le processus de désidéalisation dont on voit l'aboutissement à l'adolescence. Hein, c'est-à-dire que quand les enfants sont petits, ils nous trouvent extraordinaires, on est géniaux, on est forts, on est beaux, on est intelligents, etc. Bon, ça se dégrade relativement rapidement, quand même, parce qu'on n'est pas capable de faire tout, puis surtout on est un peu méchant, c'est-à-dire qu'on leur accorde pas tout. Puis après, il y a le réalisme, je veux dire, les compétences qui font qu'ils se rendent compte que finalement on n'a pas une voiture terrible, qu'on n'a pas une maison terrible, enfin on a toujours un truc qui va pas. Et là, ils nous comparent socialement. Et puis quand on arrive au début de l'adolescence, là, on est fini. On est vieux, ringard à côté de la plaque, moche, inutile. C'est-à-dire qu'il y a une véritable destructivité de l'image parentale pour se réapproprier leur propre trajet. Et aussi une attaque des idéaux parentaux. Ça, c'est nécessaire pour effectivement trouver sa place. Généralement, après, ça s'arrange un petit peu. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'on a quand même pas mal de défauts, une, deux, trois qualités, c'est ce qui nous sauve sur le saut. Bon, enfin. Et la bascule, elle va se faire, c'est effectivement quand le sujet va non plus être dans une logique d'imputation, c'est-à-dire si je suis pas bien, si je suis en colère, c'est de ta faute à toi, mais dans une logique d'implication. C'est-à-dire j'ai quand même quelque chose à voir avec l'état dans lequel je suis ou ce que je ressens dans cette affaire-là. Et c'est effectivement la capacité d'indignation et d'opposition qui est nécessaire. Et on sent bien qu'il y a un certain nombre d'adultes aussi qui devraient se mettre un petit peu en colère de façon à travailler cette capacité d'indignation. D'accord, parce que là, j'allais vous demander en vous écoutant, mais alors, est-ce que ça existe vraiment une saine colère, une colère qui ne repose pas sur des sentiments négatifs, de haine, de ressentiment, de jalousie, etc. Vous venez juste d'élaborer un petit peu le propos, là. Oui, c'est-à-dire que, vous voyez bien, c'est l'ambivalence, d'ailleurs c'est bien dit dans un des propos, c'est l'ambivalence, c'est-à-dire que une colère peut être saine dans ses finalités, ses objectifs, mais elle va passer par un moment quand même un petit peu sale. C'est-à-dire que dans la colère, effectivement, il y a... échappe pas. Voilà, c'est ça. Et c'est le travail, comme le signalait Claire, c'est le travail d'élaboration qui va être important. Je dirais, c'est pas le fait en soi d'être en colère, c'est comment on élabore cette colère de façon, et qu'on arrive à signifier quelque chose à l'autre. Et c'est là que la colère devient constructive, en somme. Absolument. D'accord. Bon, alors passons au troisième point, et ensuite nous approfondirons tout cela avec des questions de la salle. On va essayer de laisser un large temps pour vos questions. Donc la troisième question, c'est que peut-on faire? Faut-il réprimer les colères des enfants, déjà? Qu'est-ce que vous, en tant que clinicien, vous pouvez nous dire sur les attitudes à avoir face à ces colères d'enfance et d'adolescence qui sont parfois quand même très violentes? Oui, alors moi je différencierais quand même dans la réponse ce qui est des colères, je dirais, normales, même si des fois elles sont fortes, elles sont à l'âge dont on a parlé effectivement du processus de prise d'autonomie de l'enfant, du passage de la phase oedipienne, de l'abandon par l'enfant ou du renoncement qui doit nécessairement faire de sa puissance. Donc tout cela ne va pas facilement. Il faut se rappeler un peu la force pulsionnelle du petit enfant. Je pense que tous les parents s'en aperçoivent bien. Un petit enfant de 2 ans qui fait une colère, heureusement qu'il est petit, qu'il n'a pas beaucoup de force. Parce qu'on imagine que si c'était un adulte qui faisait cette crise-là, comment on ferait, Parce que parfois, il faut effectivement prendre l'enfant dans ses bras, le calmer, parfois l'isoler, le mettre au calme. Enfin, voilà, on sait que ça peut être très fort, même si c'est un processus normal. Et donc, c'est quand même à la mesure de la pulsionnalité de l'enfant. On se représente assez mal tout ce qui est ce travail que doit faire le petit enfant en quelques années dans son développement pour intégrer effectivement ses pulsions et sa place effectivement dans la famille et dans le corps social. Donc moi je différencierais ce qui est des colères quand même ordinaires de l'enfant qui est dans la phase oppositionnelle. Alors elles peuvent effectivement être fortes, mais en général elles sont quand même en lien avec une frustration. Et la famille les comprend. Il n'y a pas de rupture de contact, on comprend que l'enfant est là,
et même si l'enfant est dans une colère forte, ou parfois le contact est rompu, parce qu'un enfant qui hurle, il n'est plus forcément en lien avec vous, voilà, on arrive tout de même à le calmer, même si c'est un peu difficile. Alors il est important effectivement que les parents puissent contenir la colère de l'enfant, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas agir en miroir, et ça c'est pas du tout facile parce que les colères des enfants, dans notre parentalité, on est identifié à l'enfant et à l'enfant qu'on a été, et quelquefois justement ça nous empêche d'être ferme à un moment où il faudrait l'être. Ça nous empêche aussi parfois d'être en empathie avec le mouvement de l'enfant et de le comprendre. Donc on ne va pas supporter la colère, on ne va pas arriver à la contenir, bon, c'est pas mal en soi, mais effectivement c'est important de cultiver chez les parents cette capacité à contenir qui va s'appuyer finalement sur la capacité des parents à avoir eux-mêmes traversé cette phase sans trop d'encombre. Donc c'est pas à la contenance des parents que l'enfant finalement va pouvoir dépasser sa colère va pouvoir idéalement être accueillie, et puis quelquefois il faut simplement accompagner l'enfant dans sa désillusion. Il veut quelque chose, ça n'est pas possible, on ne peut pas lui dire oui, il ne faut pas lui dire oui, et voilà, il faut accompagner ce mouvement, et souvent les colères d'ailleurs, elles se terminent par un gros chagrin. Donc il est important de ne pas céder, parce que sinon on donne un signal à l'enfant. Alors là c'est bêtement comportementaliste, mais vraiment c'est très très important. C'est-à-dire que si on cède, on donne le message à l'enfant qu'avec sa colère il va obtenir. Donc il va recommencer. Et donc là on est dans le cercle vicieux, et quand on est dans le cercle vicieux, c'est effectivement beaucoup plus difficile d'en sortir. Je pense qu'il faut souligner aussi la cohésion parentale. C'est souvent, on sait que c'est pas facile élever un enfant tout seul, et à l'heure actuelle où il y a de plus en plus de familles monoparentales ou de parents séparés qui peuvent pas forcément avoir une cohérence éducative ni même parfois se parler. Quand on est deux à pouvoir contenir ces moments de colère, c'est quand même beaucoup plus facile. C'est aussi important qu'il y ait des règles claires, que l'enfant connaisse les limites, les interdits, que ça ne bouge pas trop. Donc bon, une exception bien sûr ne nuit jamais, mais quand même faire attention à la cohérence. Et puis aussi essayer d'être en compréhension avec le vécu de l'enfant, parce que quand on parlait de colère juste ou justifiée, peut-être on pourrait dire, c'est vrai que la colère est aussi un signal, c'est-à-dire que les enfants connaissent aussi des vicissitudes, parfois des pathologies, où finalement il y a des choses qu'ils ne peuvent pas supporter, et que finalement la colère va être le signal pour nous faire comprendre. Un tout petit n'a pas forcément les mots pour s'exprimer, faire comprendre. Par exemple, un tout petit, s'il a chaud, un petit bébé, s'il a trop chaud, il va crier, il va faire une colère, voilà. Mais un enfant un peu plus grand peut se trouver aussi dans cette situation-là, surtout en situation de pathologie. Alors, c'est vrai qu'un des critères de pathologie, c'est quand même quand les colères sont anormalement fortes et fréquentes aussi, et on va les retrouver dans des pathologies où elles ne sont pas le fondement, mais quand même elles font partie du tableau. Je pense en particulier aux troubles du spectre autistique, même si c'est une pathologie tout de même pas très fréquente. C'est quand même très important de souligner, parce que les parents sont confrontés à cela. Les enfants font des colères très importantes, parce que dans le tableau de l'autisme, donc, il y a la difficulté très importante de communiquer, exprimer ses émotions, et puis il y a aussi de nombreuses particularités, des intolérances au changement, par exemple pour des petites choses toutes bêtes de la vie quotidienne où c'est pas possible, il faudra qu'ils aient leur rituel, puis aussi des particularités au niveau de la sensorialité, où nous, puisqu'on n'a pas les mêmes, voilà, les parents ne vont pas le comprendre. On retrouve aussi les colères dans le tableau du TDAH, donc les troubles de l'attention, hyperactivité, où elles font partie du tableau, en fait, ces enfants agités, impulsifs, qui sont, en fait, alors actuellement, on voit ça plutôt sur un mode peut-être neuro, enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une particularité un peu neurologique. En fait, sur le plan psychopathologique, on peut constater que ces enfants ont souvent ce que nous on appelle des états limites, c'est-à-dire qu'effectivement tout le processus de névrotisation qui
sert finalement à élaborer les mouvements internes de l'enfant, cette phase ne s'est pas bien faite, et ce sont souvent des enfants qui sont dans une incapacité à élaborer par la parole. C'est l'acte qui remplace la parole, d'ailleurs comme en témoigne le symptôme de l'agitation. Alors il y a deux autres contextes qui sont liés dont je voulais encore parler. Alors le contexte post-traumatique, moi je pense qu'il faut en parler, notamment actuellement on parle beaucoup de violences conjugales et de violences intrafamiliales, et notamment les enfants exposés à la violence conjugale. Alors on a tendance à penser que si l'enfant n'est pas lui-même une victime, s'il ne reçoit pas des coups ou des paroles, finalement voilà, il ne va pas en avoir de dommages. Or, c'est tout à fait faux, et d'ailleurs, être exposé à la violence conjugale des parents est en soi quelque chose de traumatique et une violence pour l'enfant. Donc, il ne faut pas du tout penser qu'il est protégé parce qu'il n'est pas une victime directe. Alors, dans des contextes, en fait, ça crée un traumatisme chez l'enfant de voir cette violence, et de voir en plus cette violence entre ses parents qui sont des figures de protection et d'attachement pour lui. Et je vois en clinique des enfants qui ont vraiment des colères, mais alors énormes, et qui ne sont pas du tout des colères ordinaires. Je pense qu'à un petit enfant de 5 ans dont les parents ont vécu pendant plusieurs mois dans une violence entre eux au niveau relationnel, où ils n'arrivaient pas du tout à communiquer, et où eux-mêmes étaient très pris par cette histoire qui les liait. Je pense qu'ils avaient des liens très très forts, ils n'arrivaient pas à se séparer malgré leur violence. Et le petit garçon de 5 ans, j'ai observé une colère où en fait il était dans les bras de sa mère, et à la fois il se collait à elle, et à la fois il la mordait et il la tapait. Et on voit bien toute cette ambivalence de l'enfant qui ne peut pas du coup se réfugier vers sa figure maternelle, parce que c'est justement celle qui est en difficulté, prise dans la violence. Et c'est aussi la colère pour ces enfants, parce qu'ils n'ont plus le contenant qu'ils devraient avoir de parents assez solides et disponibles pour accueillir les mouvements de l'enfant. Donc il y a un vrai mouvement de colère contre la défaillance en fait du parent à ce moment-là de la vie. Alors cette pathologie, ces troubles post-traumatiques, ils sont impressionnants dans l'ici et maintenant, mais aussi pour l'avenir de l'enfant. À savoir que l'enfant va mettre en place des défenses avec ce qu'on appelle un clivage, c'est-à-dire qu'il va y avoir en fait la partie qui reçoit la violence va être isolée au sein du psychisme, séparée du restant. C'est un mécanisme de protection, mais cette partie elle fera retour. Et je pense comme ça à des enfants qui sont en famille d'accueil, ou des enfants adoptés qui ont vécu des traumatismes avant leur adoption, qui font des colères, alors quelquefois vraiment sans lien avec l'environnement. On retrouve un petit déclenchement, mais vraiment très très faible, je dirais. On ne la comprend pas, et les enfants eux-mêmes ne la comprennent pas, et se disent habités par quelque chose qui n'est pas eux, qui désigne comme un monstre, ou enfin voilà, comme une personne qui change un peu de visage. Donc en général, ça fait très peur. On se dit, cet enfant, comment il est construit, est-ce que c'est de la psychose? Et au fond, les troubles post-traumatiques donnent ces tableaux-là. Donc ça me semble tout à fait important, parce que c'est un fait de société. Et dans les troubles de l'attachement dont j'ai un petit peu parlé, alors vous savez, ce sont ces troubles aussi qu'on retrouve de génération en génération. Les parents eux-mêmes ont vécu des carences, des défaillances, de la violence. Alors souvent, les facteurs traumatiques et les facteurs de défaillance de l'environnement se combinent et se conjuguent. Et du coup, il y a quelque chose comme ça qui se reproduit dans la relation et qui nous occupe beaucoup en clinique, enfin nous les cliniciens, et également les services de protection de l'enfance, où il faut vraiment aider tant les parents que les enfants à différencier un peu ce qui appartient aux uns, ce qui appartient aux autres. Au fond, cette colère qui continue, elle abîme aussi le lien avec des phénomènes de cercle vicieux. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous occupe aussi beaucoup dans la clinique. D'accord. C'est pourquoi d'ailleurs on peut voir des enfants qui piquent des colères récurrentes et un peu pour un paquet de bonbons, pour du chocolat, alors que les raisons finalement sont sous-jacentes et sont tout autres
peut-être parfois des dysfonctionnements familiaux ou des problèmes dont vous venez de parler. Mais alors, à l'adolescence, vous parlez des rages d'adolescence. Alors, parce que justement, on trouve les mêmes un peu plus grands. Alors, oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on les traite d'hyperactifs, hein, ce qui est non seulement, à mon avis, une simplification diagnostique et très souvent un redoublement, en quelque sorte, d'une maltraitance diagnostique. Alors, ce que je vais m'expliquer par là, c'est que quand on dit hyperactif, hein, on présuppose en fait une atteinte neuropsychologique. Or, la plupart, enfin ça existe, il n'y a pas de raison que ça n'existe pas, mais c'est toute petite minorité, la plupart présentent les profils de carence, de dysfonctionnement, de distorsion des liens précoces, de défaillance de la contenance parentale, qui entraîne un état d'insécurité intérieure, une angoisse, une incertitude dans le lien. Et effectivement, quand on les retrouve à l'adolescence, eh ben, ils font les colères comme les enfants de 3 ans. Sauf que quand ils font 1m85 et 90 kg, un peu plus compliqué à gérer. Alors je travaille encore de temps en temps dans un CER. Je pense que vous ne connaissez pas particulièrement les CER. C'est des centres éducatifs renforcés. C'est des dispositifs qu'ils ont mis en place il y a quelques années. Ils ne sont pas forcément satisfaisants. Enfin, les CER, ça reste quand même un peu compliqué. Et c'est très court. C'est un accueil de 5-6 mois pour des adolescents tout à fait sympathiques, dynamique, sténique un petit peu, enfin foncièrement agressif, et en général c'est une alternative à l'incarcération. C'est-à-dire qu'ils arrivent, sont des mineurs, ils ont 5-10 dossiers pénaux, généralement assez lourds, et voilà, on les accueille dans ces conditions-là. Donc il faut quand même une certaine solidité des équipes, parce que c'est pas du tout serein, il y a une tension. Tous ont des histoires catastrophiques et chaotiques au plan de l'enfance. Tous. Alors aujourd'hui, ils arrivent tous en plus de ça avec un diagnostic d'hyperactivité. Ils ont eu de la Ritaline, ce qui a tassé un peu les choses pendant un certain temps, mais pas traité leur souffrance dans laquelle ils pouvaient être. Et donc à l'adolescence, ça explose. Et ça explose effectivement par des états de rage. Véritablement avec une destructivité. Alors je prends juste 1 ou 2 exemples comme ça très rapidement, je ne vais pas les détailler. Le premier jeune homme, je l'ai rencontré d'ailleurs il passe très très longtemps. Il est là, il a fait un petit séjour en EPM, en établissement pénitentiaire pour mineurs, et puis ils lui ont proposé un CER parce qu'il n'avait pas vraiment sa place à ce titre-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour le jeune homme? C'est un jeune homme, il a 16-17 ans à peu près, c'est plutôt un grand gaillard d'ailleurs, il est quand même assez costaud, et qui est là parce qu'il a eu une bagarre. Il a eu une bagarre un peu particulière. Alors cette bagarre, elle se déclenche comment? Simplement, il est en train de réparer des vélos. C'est un jeune homme qui est en décrochage scolaire, qui a eu beaucoup de difficultés à ce titre-là. Qui zone entre guillemets, mais il n'est pas véritablement comme beaucoup d'autres dans les trafics, les choses comme ça. Il bidouille des vélos, c'est comme ça qu'il rend service aux uns et aux autres, et trouve un petit peu de sous. Sauf qu'un jour, en réparant un vélo, il y a un jeune homme plus âgé, de 25 ans à peu près, qui s'arrête et qui le regarde. Alors on ne sait pas trop ce qui se passe, à ce titre-là, sauf que lui, il ne supporte pas. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Et alors, ça va très vite se dégrader entre ces 2 jeunes gens. Les insultes vont venir, les menaces posturales de prestance se viennent. Et alors, il explique, on s'est poussé, il a cherché à me mettre un coup de poing, j'ai répondu. Bon, alors il se bagarre un petit peu. Bon, jusque-là, tout va bien. Je veux dire, c'est une bagarre, quoi. Voilà. Sauf que la bagarre va largement dégénérer parce qu'à un moment donné, alors évidemment on est un petit peu énervé dans ce genre de situation, c'est vrai. Sauf que lui, il y a un truc qui se déclenche. Parce que non seulement... alors au début je dirais la bagarre se passe bien, mais il y a la copine du jeune homme qui vient s'en mêler et qui lui attrape les parties génitales. C'est douloureux cette affaire-là. Mais c'est pas douloureux physiquement, je dirais, à ce titre-là. Et là, ça va être le déchaînement. C'est-à-dire qu'il va s'acharner, et en particulier sur le jeune homme. Les pompiers vont venir le récupérer, trauma crânien, fractures multiples, enfin, etc. Dit, j'ai donné quelques coups de casque, mais je pense pas qu'il ait eu mal à la tête. Enfin, bon, quand même. Il a des côtes fissurées, je passe sur les détails.
Et il m'explique qu'il n'aime pas la bagarre. Hein. Mais, explique-t-il, je me suis dit, je ne vais pas me laisser faire. Hein. J'ai peur de personne, sauf d'Allah. Hein. C'est un jeune maghrébin. Hein. Et puis, il m'explique quand même que si on l'énerve, il a du mal à se contrôler. Hein. Puis, c'est sa première vraie bagarre de sa vie. Hein. Et alors, il dit quelque chose qui est tout à fait pertinent. Toute la colère d'avant, je l'ai lâchée sur lui. Hein, celle liée aux gens qui me cherchaient, j'avais le sentiment que les autres me rejetaient. Hein, alors avec des aspects discriminatifs, etc. Alors effectivement, on s'aperçoit que là, c'est sur une faille spéculaire, c'est-à-dire que c'est le regard de l'autre qui me persécute, hein, sur un mode un petit peu paranoïaque, hein, qui vient remettre en cause son image. Ça déclenche un mouvement de défense, hein, je dirais relativement fort, et à ce moment-là, hein, ça va partir dans quelque chose où toute la somme finalement des humiliations vécues, hein, on avait parlé, j'ai entendu parler ce matin des problématiques d'humiliation, hein, c'est-à-dire ces sentiments d'indignité ressentis dans le regard d'autrui d'une façon ou d'une autre, viennent à ce moment-là se condenser, hein, et vont se déchaîner dans une violence meurtrière. Hein, enfin, je veux dire, je pense qu'il aurait pu le tuer. Hein, quand même. Hein. Alors, on va s'apercevoir que ce jeune homme, il vit dans une situation effectivement de fragilité des liens. Alors, en particulier, il appartient à ses enfants dont les parents sont première, deuxième génération, mais n'ont pas trouvé de place. Et en particulier, son père, qui ne maîtrise pas la langue française, a été complètement invalidé dans sa fonction paternelle. Un rattachement très proche à la mère, hein, avec quasiment une dimension, je dirais, presque incestuelle ou infantile, si vous voulez, dans le lien. Une mère qui paraît elle-même démunie, très fragile psychologiquement, donc probablement avec des affects dépressifs relativement forts. Et en plus de ça, au niveau de l'histoire familiale, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a des transmissions qui ne sont pas faites, il s'est passé des choses dans l'histoire familiale qui ont été masquées, hein, et qui viennent s'agiter à ce titre-là. Alors, en simplifiant un petit peu rapidement comme ça, c'est-à-dire que là, on a d'une part un enfant qui n'a pas pu se structurer véritablement au plan psychique, avec une grande fragilité narcissique, hein, avec une incertitude, hein, quant à sa place et quant à son autonomisation psychique. Une fragilité identitaire redoublée par un certain nombre de choses, des vécus d'indignité et de discrimination qui ont affecté, hein, la place dans laquelle est la reconnaissance, hein, et qui a entraîné une très forte dévalorisation de soi. Cette dévalorisation de soi, elle est probablement à l'origine de l'échec scolaire massif dans lequel il est, parce qu'il ne semble pas avoir de déficit intellectuel à ce titre-là. Et tout d'un coup, tout ça vient se condenser dans un passage à l'acte dramatique, à un moment donné, dans une colère folle, hein, où il est hors de lui, mais où en même temps vient se déjeter en quelque sorte toute la souffrance dans laquelle il est. Hein. Donc ça, c'est des situations qu'on retrouve quand même un certain nombre de fois. Hein, je vais m'arrêter là. Oui, d'accord. Au niveau des adolescents lambda, si je puis dire, ou dans les familles où tout va bien, aujourd'hui on est plus à l'écoute des enfants, les familles sont plus libérales, ils ont le droit d'exprimer leur opinion, etc. Et d'ailleurs, il y a certains sociologues, on l'a écrit plusieurs fois dans Sciences Humaines, c'est pourquoi je me risque à vous le dire, qui disent la crise d'adolescence, finalement, ça a disparu. Qu'est-ce que vous diriez de ça? Oui, je ne sais pas si certaines formes d'expression de la crise d'adolescence a disparu. La crise d'adolescence, je veux dire, il n'y a pas nécessairement de crise d'ailleurs forcément bruyante. Les enjeux, c'est comment se débarrasser finalement du poids de l'histoire familiale, des figures parentales, de façon à trouver son autonomisation. Voilà. Alors, est-ce que c'est pas plus facile aujourd'hui où les familles sont plus démocratiques, on va dire, ou plus je ne sais pas si c'est plus facile, parce que se séparer, ça reste quand même un travail de séparation. Parce que ce qu'on voit, à contrario, je le vois là avec les étudiants, hein, quand je leur parle des problématiques de séparation, je leur dis, bon, quand on a 20 ans, que les parents vont bien, qu'on est à 200 ou 300 km, on téléphone une fois tous les 3 mois à ses parents quand on a besoin de sous. Enfin, je caricature un peu. Hein, c'est-à-dire que, pourquoi? Parce que je m'aperçois qu'un certain nombre de jeunes gens sont dans une dépendance affective extrêmement grande à l'égard. C'est-à-dire qu'ils ont de l'autonomie au plan, je dirais, de leur capacité, mais en fait,
un maintien d'une dépendance affective à l'égard de leur figure parentale. Donc ils ne sont pas séparés. D'accord. D'accord, je vous remercie. Vous Oui, vouliez ajouter juste quelque chose là-dessus. On dit aussi, il me semble que c'est juste que l'adolescence est aussi un peu la température de la société. C'est-à-dire que les mouvements qui se font jour dans la société, cette insécurité, notamment, je pense que les adolescents la ressentent. Et finalement, moi en clinique, alors voilà, on parle peut-être pas de la même chose, c'est-à-dire qu'entre les familles qui vont bien, moi par définition, je vois effectivement la pathologie, mais je crois que la pathologie adolescente, elle augmente. Et d'ailleurs, dans nos services, on a été amené ces 15 dernières années à créer vraiment des services pour adolescents. On a des services d'hospitalisation pour adolescents. On a un au CER, avant on n'en avait pas. On avait quelques hospitalisations d'ados, une fois qu'il était compliqué parce qu'on ne savait pas trop où les mettre, et chez les adultes c'était compliqué. Mais maintenant on en a tout le temps. Et il y a quand même une symptomatologie adolescente qui est beaucoup plus active. Je pense à tous les symptômes comme les scarifications, qui étaient avant assez marginales et réservées quand même à des vraies pathologies. Alors que maintenant les scarifications, on ose à peine dire que c'est banal, mais effectivement ça l'est quand même. Alors, il ne faut pas banaliser. Et je veux dire, c'est un symptôme qui est fréquent. Beaucoup quand même de colère chez l'adolescent qui retourne contre lui-même, les conduites à risque, les anorexies, les tentatives de suicide. C'est quand même, alors les tentatives de suicide peuvent être aussi des appels à l'aide, c'est souvent le cas. Mais je pense que le malaise adolescent est quand même important, et il me semble, moi, plus important qu'il y a 15 ans, 20 ans. Oui, je pense qu'effectivement, la fragilisation de la construction de son identité dans le contexte dans lequel on vit rend beaucoup plus complexes les choses. Les points d'effondrement sont relativement plus fréquents. Et le positionnement parental, effectivement, est compliqué. Si tant est qu'il puisse y avoir des repères parentaux cohérents. Parce que... oui, bien sûr, oui. Parce qu'on a de plus en plus, je veux dire, les familles recomposées, c'est une banalité, et on sent que ça complexifie les modalités d'intériorisation du rapport à l'autorité et à la loi, et puis la construction d'image de soi en opposition, en confrontation avec des repères stables. C'est pas simple, c'est pas pire qu'avant, parce que avant c'était pas simple non plus, mais c'est une nouvelle configuration, et je pense qu'on a des nouvelles expressions pathologiques chez nos jeunes gens. Et je vous remercie beaucoup pour ce cadrage déjà très complet, mais je pense qu'il est temps maintenant de laisser la parole à l'expert. Et de prolonger le débat avec vos questions. Il y a des micros. Je m'adresse en particulier à M. Jaude. On a beaucoup parlé de la colère et de la difficulté pour les adolescents à trouver leur place. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui se passe avec les filles? Est-ce qu'on observe des comportements, évidemment, je suppose, différents entre les garçons et les filles? Et est-ce que les problématiques d'adolescents en colère, violents, etc., recouvrent aussi des adolescentes depuis 15 ans, 20 ans? Excusez-moi, on va prendre un ensemble de questions et comme ça on pourra regrouper pour les réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Allez-y. Vous aviez montré l'évolution de la symptomatologie de ces crises au cours de l'enfance et de l'adolescence. Est-ce qu'il y a une discontinuité avec l'adulte? Ou est-ce que chez l'adulte, c'est une sorte de résurgence de crise de l'enfance qui ne se sont pas exprimées à l'époque? Discontinuité avec moi, je voudrais savoir si les adolescents auxquels vous avez affaire sont partie prenante dans ce que vous leur proposez comme parole, etc., ou bien est-ce qu'ils sont opposants? On n'a pas parlé pour les adolescents des fugues
quel lien ça a à voir avec la séparation voulue ou non voulue avec les parents? Est-ce qu'ils veulent tester le lien ou est-ce que c'est d'autres dimensions? Bonjour. Il y a une question au fond là-bas. Ah, pardon. Alors, on va prendre la question au fond, puis on va prendre la question ici. Je vous vois très mal. Allez-y. Ah, il n'y a pas de micro. Bon, on va prendre... Si vous permettez, d'abord, merci pour toutes vos interventions sur l'hyperactivité. En tant qu'enseignant spécialisé, j'ai vu un tas d'enfants soi-disant hyperactifs, qui me semblaient simplement en carence affective, éducative, etc. Ma question, vous avez parlé de retournement de la violence contre soi. Et autour de moi, j'ai eu l'occasion de voir plusieurs enfants, jeunes filles anorexiques, dans des familles apparemment très bonnes familles. Donc je m'interroge sur cette anorexie et d'une violence qui peut-être n'est pas sortie. Qu'en pensez-vous? Merci. Il y a une question ici aussi. Il y a peut-être des questions en haut aussi. Ça fonctionne, oui. Oui, je voulais vous demander, puisqu'on parle de cette violence, colère, est-ce qu'elle ne peut pas être fondatrice aussi? Parce que pour fonder une personnalité à différents âges de l'enfance et de l'adolescence, l'enfant doit pénétrer dans un prisme d'émotion qui va construire. Donc, elle est inévitable. D'accord, merci. Des questions en haut? Oui, moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a une pathologie particulière pour les enfants et les adolescents, mais surtout les enfants issus des phénomènes migratoires actuels? On en prend une dernière et puis ensuite je pense que vous allez avoir suffisamment de grains. On dit toujours que dans une fratrie de 3 personnes, de 3 enfants, le deuxième enfant a une place très particulière. Qu'est-ce que vous en pensez? Fratrie. Voilà, qui veut commencer? Claire? On prend question par question. Hein. Donc la première, je note, hein, voilà. La difficulté des ados à trouver leur place, c'est la différence entre les filles et les garçons. Alors oui, vous avez raison de souligner qu'à l'adolescence, il y a quand même des expressions symptomatiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et d'ailleurs, en pédopsychiatrie, on dit qu'on voit, et ça se vérifie vraiment chaque fois qu'on fait des statistiques partout, c'est assez impressionnant, on voit plus d'enfants. Avant l'adolescence, on voit plus de garçons, et à l'adolescence, on voit plus de filles. Alors, en fait, on pense que c'est parce que c'est pas que les adolescents garçons aient moins de symptômes, et c'est peut-être pas tout à fait les mêmes. Les filles font plutôt, par exemple, des tentatives de suicide, notamment avec les médicaments, des anorexies. Les garçons ont plutôt des conduites à risque, qui les amènent en scooter ou en sport, ou, enfin voilà, qui les amènent, et de la délinquance aussi, hein, de l'attaque des biens ou des institutions, qui les amènent parfois plus du côté de la justice que du côté des soins. Donc voilà, c'est un constat, je peux répondre de cette façon-là. Alors, on procède question par question, je pense. Voilà, alors, par rapport à cette question des violences adolescentes, hein, oui, effectivement, il y a une tendance beaucoup plus à une expression internalisée avec retournement contre soi chez les jeunes filles, mais j'allais vous parler de 2 autres situations que je n'évoquerai pas là, mais de 2 jeunes filles tout à fait charmantes, suivies dans le cadre du CER. Une parce qu'elle a laissé traîner son couteau dans le ventre d'un éducateur, ce qui ne se fait pas, je le rappelle, hein, et l'autre parce qu'elle a cassé la figure de façon extrêmement violente à un éducateur et une éducatrice, hein, voilà. Les 2 étant dans des actes de délinquance grave. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit de plus en plus de jeunes filles dont l'expression, effectivement, est aussi externalisée, hein, et avec des violences, effectivement, qui sont
je veux dire, ce qu'on voyait plus du côté des garçons. Hein. Elle cogne aussi fort, hein, si je peux me permettre l'expression. Mais il y avait une question sur l'anorexie aussi. On dit souvent que l'anorexie, c'est un peu l'apanage des filles. C'est vrai, il y a des garçons un peu, mais il y a quand même beaucoup plus de filles. Hein. C'est quand même vraiment une... Voilà. Alors sur la violence, effectivement, c'est une forme de violence contre soi, mais pas que. Hein. C'est aussi une... Je pense qu'il y a quelque chose qui est très important dans l'anorexie, c'est la maîtrise. Hein. C'est la maîtrise sur le besoin, le besoin alimentaire, hein, en l'occurrence. Hein. Voilà, après... Finalement, la question des rapports entre anorexie et configuration familiale, je crois que c'est assez discuté. Il n'y a peut-être pas forcément qu'une typologie, il y a des théories, mais voilà, autant effectivement on est amené souvent à travailler les relations au sein de la famille, autant c'est pas le contexte qu'on a décrit de violence ou de traumatisme. Disons que ça peut, mais ça ne me semble pas particulièrement lié. Oui, là j'ai moins travaillé avec la question de l'anorexie, mais les quelques jeunes filles, hein, parce qu'effectivement c'est à dominante fortement féminine, effectivement présentaient plutôt un cadre familial apparemment stable, tranquille, ça avait été des enfants relativement sages, avec des bonnes réussites scolaires, puis au moment de la sexualisation adolescente, effectivement c'est là que ça se bloque. On s'aperçoit qu'il y a très souvent une très forte dépendance à l'égard de la mère, voire une relation double narcissique, hein, et un père effacé. Oui, mais il y a d'autres configurations, effectivement, c'est pas systématique. Alors je pense aussi parce que derrière la symptomatologie de l'anorexie, il y a plusieurs figures. Hein, parce que, je pense que ça au plan clinique, hein, il y a des anorexies qui sont beaucoup plus sur un mode, je dirais, hystérique, hein, symptomatologie d'appel à l'autre, en quelque sorte, des anorexies qui semblent beaucoup plus mélancoliques, hein, avec un fond dépressif, hein, et une autodestruction qui est relativement présente, et d'autres qui sont liées à manifestement à des phénomènes délirants plutôt psychotiques. Hein, et je pense que ça ne donne pas les mêmes cliniques, ça ne donne pas tout à fait les mêmes expressions, et pas d'ailleurs non plus les mêmes risques. Hein, donc je pense qu'il y a une diversité et que le terme d'anorexie nous décrit un mode de fonctionnement dans le rapport avec l'alimentaire, hein, où les phénomènes de contrôle sont relativement importants, mais je pense que derrière il y a des organisations psychiques qui sont quand même très différenciées. Hein, donc, voilà, c'est... Et puis vous aviez d'autres questions qui s'adressaient plus particulièrement aux adolescents, Patrick Ange, ces adolescents opposants et ceux qui font des fugues. On entend moins parler des fugues, je trouve, actuellement. Oui, voilà. Oui, tout à fait. C'est vrai que dans les années 90, quand j'ai commencé à travailler, j'avais des adolescents qui avaient fait des fugues, mais qui ne présentaient pas, disons, des pathologies lourdes, quoi. C'était, effectivement, la fugue peut être une réponse à tester le lien, hein, comme vous dites, hein, effectivement. Qu'est-ce que ça va faire? On voit, par exemple, avec les adolescents qui sèchent les cours, on les cherche, on déclenche la gendarmerie, tout ça, ils sont très étonnés parce qu'ils ne pensaient pas que leur absence allait se remarquer. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Voilà, donc actuellement, moi je vois surtout des fugues dans des tableaux de pathologies lourdes, un peu comme vous les avez décrits, où ils sont un épiphénomène, enfin finalement un des symptômes, hein, parmi beaucoup. Oui, alors derrière ce comportement de fugue, il y a peut-être aussi de la fuite par rapport à des situations qu'on ne supporte pas. C'est peut-être une solution économique pour pas passer à l'acte, pour pas agresser, pour fuir son environnement qu'on ne supporte pas. Mais effectivement, c'est un symptôme qu'on rencontre moins actuellement, et en tout cas plutôt dans des organisations psychopathologiques sévères. Voilà, alors je pense aussi, je n'ai pas regardé la fréquence et le nombre de fugues adolescentes, hein, si elles avaient évolué ou pas. Je pense aussi qu'elles sont plus traitées tout à fait de la même manière, hein, qu'elles échappent. Alors, je dirais que la majorité des fugues sont des fugues pour exprimer un certain malaise vis-à-vis de l'environnement familial, hein, qu'il y a toujours une interrogation, hein, des fugues qui sont plus dépressives et puis des fugues qui rentrent dans des phénomènes pathologiques, hein, mais il faut bien entendre. La fugue, c'est pas forcément un message négatif, hein, en soi, d'une façon générale, les fugues ordinaires. C'est plutôt un message positif et ça renvoie simplement à la surdité des adultes. Ah, c'est là aussi, je veux dire, c'est toujours difficile, mais quand les adolescents font quelques gags, il faut toujours
prendre un petit peu le temps d'avaler la couleuvre déjà, parce que généralement c'est un peu compliqué quand même, mais de se dire, mais en quoi moi, involontairement, il ne faut pas se culpabiliser, mais en quoi j'ai raté quelque chose et j'ai été sourd à quelque chose qui était une problématique de l'adolescent, une question, une interrogation, une anxiété auquel j'ai pas su répondre, et voilà. Voilà. Donc l'entendre comme un message adressé, même si c'est un message qui a aussi une caractéristique, parce que je dirais les fugues les plus simples, c'est le jeu de cache-cache de l'enfant. Je me cache, tu me retrouves au pas, et là tu t'angoisses pour moi. Eh ben ça me fait du bien. Voilà, donc, bon, ça nous fait pas du bien, nous, mais ça fait du bien. Alors, je sais pas, je peux peut-être enchaîner, parce que je pense que le temps passe. Et puis, Claire complétera les points. Alors, il y avait une question sur l'exil. Je travaille beaucoup aussi avec des adolescents mineurs isolés. Alors, ils sont plus mineurs isolés, maintenant ils sont non accompagnés. C'est une délicatesse. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs profils. Je dirais pour simplifier un petit peu, il y a 3 choses. Il y a les mineurs qui ont vécu dans des situations de guerre avec des situations traumatiques. C'est-à-dire qu'ils ont vu leurs parents tués, ils ont subi eux-mêmes des agressions, voilà. Alors ça dépendait aussi des périodes, des régions où ils venaient, donc là, généralement, c'était du traumatisme lourd, extrêmement violent, auquel ils avaient été confrontés. Et alors, en même temps, je veux dire, il y a des effets post-traumatiques, mais il y a des capacités de résilience quand même qui m'ont toujours... je veux dire, ils racontent des histoires, rien que d'entendre des histoires, je suis surpris par moi-même. C'est pour vous dire l'horreur de ce qu'on peut entendre. Et on a en face de soi des jeunes gens qui, malgré tout, tiennent bien. Malgré tout. Alors, bien sûr, il y a tous les aspects dépressifs, et puis on s'inquiète sur le devenir, mais il y a quelque chose qui tient. D'autant plus qu'on ne reçoit, en quelque sorte, on ne voit que ceux qui ont pu arriver jusque-là. Le deuxième aspect, c'est les conditions de traversée, de voyage. Alors là, pour l'instant, on voit beaucoup de jeunes gens de régions africaines, en particulier, là où je suis, de Guinée, et puis c'est plus les adultes, les Syriens, etc. Des voyages de 5-6 mois, des conditions d'exploitation, physiques, sexuelles, des conditions de précarité, que de la précarité, sans nourriture, entassés dans des camions, des conditions de voyage en Zodiac qui sont... voilà. Donc le voyage en lui-même est porteur de situations traumatiques. Et très souvent dans le voyage, il arrive un certain nombre de fois qu'ils aient vu quelqu'un se noyer. Le pire que j'ai entendu, c'est ce jeune homme qui me racontait qu'il avait fait tout son voyage. Alors lui, il partait de Libye, donc il passait par l'Italie, donc c'était un peu plus long, assis sur un cadavre. Il avait 13 ans. Donc on voit bien que ce sont des situations qui peuvent être... Alors là aussi, après ça va dépendre du contexte, s'ils ont dû fuir, si c'est effectivement des raisons économiques avec un soutien, un accompagnement, une délégation familiale qui est important. Voilà, là il y a une grande variété, mais on est dans les choses du trauma. Mais effectivement, là où je travaille, l'accueil pour les mineurs non accompagnés, on fait aussi de l'accueil des jeunes gens du CER qui sont un petit peu sortis quand ils sont un peu trop violents. On les met dans le même espace de logement. Et alors là, c'est toujours étonnant quand il y a la rencontre entre ces jeunes gens qui viennent de pays lointains avec tout le drame de leur existence et ces jeunes gens je dirais de la région qui sont pris dans des carences familiales avec des actes délictueux. Ça a toujours un effet de transformation quand ils commencent à discuter entre eux. Et en particulier, les petits durs, les petits délinques, etc., ça les sèche un petit peu d'entendre le parcours qu'ont pu avoir ces jeunes. Et ça les aide à se repositionner finalement, c'est-à-dire à lire les figures de destin, parce que notre drame, c'est, quel que soit ce qu'on a pu subir ou pas subir de notre existence, grandir, c'est faire avec. De toute façon, voilà, c'est ce passage-là qui va être important et qui va pouvoir les aider. Alors, les violences scolaires, alors deux points, et puis la question du cadre nécessaire. Alors, les violences scolaires, je dis toujours, mais c'est parce que je travaille moi dans un champ un peu particulier, les violences scolaires, non, c'est une terminologie médiatique, mais je veux dire, on tue très peu à l'école, en fait.
effectivement. Donc il y a des situations de tension, hein, d'agressivité, qui existent. Hein. Bien sûr de harcèlement, parce qu'on l'a beaucoup thématisé ces dernières années. Voilà. Après, est-ce qu'il faut un cadre et est-ce que le cadre fait violence aux enfants? Oui, bien sûr, mais c'est nécessaire. Toute la subtilité, c'est à quel moment le cadre est persécutant, à quel moment il est structurant. Hein, et c'est la question qu'on a toujours à se poser en tant qu'adulte vis-à-vis des enfants. Et là aussi, c'est aussi une façon de dire hein, que comment. Moi, j'interviens beaucoup auprès des profs d'école et donc je leur parle non pas pas uniquement hein, des violences entre les élèves, les harcèlements, etc., mais des profs maltraitants qui restent en poste toute leur carrière. Ce qui m'étonne toujours, moi. Hein, voilà, hein, donc, parce que ça existe aussi, c'est à la marge, mais c'est important, effectivement, se positionner. Donc, effectivement, hein, le poser des limites, et dans les limites, il y a toujours quelque chose d'arbitraire. Pourquoi j'ai pas le droit de traverser la nationale? T'as 2 ans, tu vas attendre un petit peu. Hein, voilà. Hein, c'est-à-dire qu'il y a de l'arbitraire, il y a des choses qu'on peut verbaliser, enfin, je pense que c'est... Et les fonctions, hein, Claire a bien souligné, toutes les fonctions de contenance, hein, de repositionnement, savoir-être-faire, mais contenant en même temps. Hein, et toute la difficulté, elle est là. De temps en temps, on n'y arrive pas. En soi, c'est pas grave de ne pas y arriver. C'est la capacité qu'on a à dire, bah là, je me suis énervé, j'ai eu une attitude inadéquate ou une réponse inadéquate. C'est ça qui va être structurant pour l'enfant. Hein. C'est pas, il n'y a pas de parents parfaits. Hein. Quand ils sont trop parfaits, les enfants vont très mal. Bon, quant à la place de l'enfant, hein, là aussi, oui, à la place de l'enfant, oui, bien sûr, d'être le premier, c'est le plus dramatique. Hein. Claire l'a expliqué tout à l'heure, parce que les parents vous font un sale coup à chaque fois. Ils font d'autres enfants. Hein, on était le petit roi, la petite reine, et tout d'un coup, on n'est plus rien. Hein, en plus de ça, des aînés me l'ont expliqué plusieurs fois. Ouais, et là, j'étais au milieu du salon, là, plus personne ne s'intéressait à moi, ils allaient tous voir cette espèce de truc. Il n'était pas intéressant, hein. Ils parlaient pas, ils faisaient que faire caca, ils faisaient que manger, enfin. Hein, voilà, puis moi, je comptais plus. Hein, ce sentiment de déchéance, hein, parfois douloureux. Hein. Le dernier, on sait bien, risque d'avoir la fonction de Benjamin, etc., hein, c'est-à-dire de petit chouchou, et alors ça va aussi dépendre de l'écart d'âge et de la fonction hein, qu'il peut avoir. Et le deuxième, effectivement, il n'a pas de chance. Voilà. Il n'est pas assez grand pour avoir accès au truc, et il est trop grand pour qu'on s'intéresse à lui ou qu'on s'occupe de lui, parce que de toute façon, il faut s'occuper des plus petits. C'est toujours une place douloureuse. Hein. Et puis après, ça va dépendre, puis je finis, puis je vous laisse la parole, ça va dépendre aussi, tous les enfants n'ont pas la même place dans l'histoire d'un couple ou d'une famille. Ah, d'abord, comme je dis, sous forme de boutade, hein, si on savait pourquoi on fait les enfants, on aurait évité, déjà. C'est jamais pour les motifs qu'on énonce au moment dont on a conscience, hein, et on le voit, c'est d'ailleurs une des problématiques des adolescents, c'est de lever l'hypothèque de des motifs inconscients de leur conception. Voilà. Voilà, et quand ils peuvent lever cette hypothèque-là, ça va beaucoup mieux déjà, en fait. Bon, je m'arrête là. Je voulais juste dire par rapport à ça que la place du second n'est pas forcément la mauvaise place, parce qu'il y a aussi un autre élément, c'est que les enfants sont toujours objet de projection de la part des parents avec des attentes hein, qui sont des fois très lourdes à porter pour l'enfant et qui peuvent peut-être, même si elles sont trop lourdes, hein, on parle de contrat narcissique hein, que l'enfant doit remplir, hein, il doit satisfaire à telle ou telle chose. Alors, tout cela est inconscient, hein, je précise. Et finalement, ce contrat pèse beaucoup sur l'aîné, hein, qui est le premier-né de la famille. Et puis le dernier, il a peut-être plus de mal à s'individuer un petit peu parce qu'il a toujours une maman, enfin voilà, il n'a pas eu le dernier qui est venu faire coupure avec sa mère et la mère a parfois plus de mal à renoncer au lien avec son dernier enfant. Donc la place du deuxième est assez confortable, hein, peut être plus confortable, voilà, elle n'est pas forcément mauvaise. Il y avait 2 autres questions, est-ce qu'on y répond rapidement? Oui, alors très bien. Alors, discontinuité ou continuité? Alors, je pense que c'est un double phénomène, hein, je ne sais pas ce qu'en pense Claire, mais je vais prendre, par exemple, les théories de l'attachement. Le type d'attachement précoce qu'on a eu, hein, sécure, insécure, chaotique, etc., généralement, on s'est aperçu, et en plus ça, là, c'est validé, donc c'est presque sérieux, que dans les relations amoureuses, on choisissait le même type de relation. C'est-à-dire, si vous avez eu un environnement chaotique au départ, vous choisissez un conjoint qui vous fait vivre quand même des trucs d'enfer.
autant en profiter, c'est-à-dire qu'il y a un effet de répétition, hein, ce que disaient aussi les théories psychanalytiques hein, sur d'autres modalités, etc. Et puis, ce qu'on vit durant l'enfance, qu'on arrive à remanier à l'adolescence, c'est ce qui nous structure. Et parfois, les échecs, les empêchements, les entraves, les dismaturations, elles se retrouvent dans notre fonctionnement adulte. Il y a à la fois continuité et discontinuité nécessaire. Et aujourd'hui, on sait bien qu'on a de plus en plus d'adultes qui sont en fait des grands adolescents pas tout à fait finis. C'est-à-dire que là, parce qu'on ne sait plus ce que c'est que d'être adulte, et qu'il y a des difficultés effectivement de maturation avec des comportements adolescents chez des gens qui ont des fonctions adultes. Et puis, oui, là, vous posez la question, les ados parties prenantes, etc. Plus les ados vont mal, mais ça, je pense que je laisserai clair, plus ils sont difficiles à approcher. Plus ils sont délinquants, plus il faut savoir aller les chercher. À une époque, je travaillais en région parisienne, dans un service qui s'occupait des jeunes gens entre eux, on les appelait les incasables à l'époque. Mais qu'est-ce que j'ai zoné dans les bars à l'époque Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il fallait aller les accrocher là où ils étaient. Après, effectivement, la conduite, là par exemple en CER, etc., la conduite d'entretien est bien particulière. Il faut avoir un certain style pour arriver. Parce que le premier truc qu'ils me disent quand ils me voient, c'est 1, j'aime pas les psychos, 2, je suis pas fou, 3, je te parlerai pas. Bon, on va fumer une cigarette. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut effectivement trouver des modalités, et là c'est l'originalité des cliniciens, et c'est vrai avec d'autres formes pathologiques. Les adolescents, comme ils sont vifs et réactifs, évidemment on sent tout de suite si on a été à côté de la plaque ou pas. Je vais vous demander de finir et de conclure parce que là on me fait des signes de plus en plus appuyés dans les coulisses. Alors Claire, allez-y. Oui, je confirme que les pathologies de l'agir, c'est peut-être les plus difficiles à soigner et que notre rôle est parfois pas dans le soin direct, ce qui n'est pas toujours possible de faire une psychothérapie avec tous les adolescents, mais aussi dans la compréhension et l'aide aux équipes éducatives qui s'en occupent. Parfois, c'est un travail, vous voyez, de deuxième ligne qui est le nôtre. Après, je dirais que les adolescents, c'est souvent un peu tout l'un ou tout l'autre. Il y en a qui hyper investissent leurs soins aussi comme un espace personnel. Il faut manier à l'adolescence, c'est pas facile d'être en lien et en alliance avec l'adolescent et avec ses parents. C'est des fois très difficile. Et quand l'aborde de l'adolescent est difficile, je pense parfois aux anorexiques qui ne sont pas toujours très désireuses de soins psychothérapiques. C'est aussi beaucoup la question de l'alliance avec les parents et à la fois de l'espace laissé à l'adolescent et du travail avec la famille qui va aussi être assez déterminant pour le succès du soin ou pas. Vous voulez faire une petite phrase de conclusion? Non, je ne vais pas me mettre en colère. Donc je tiens à remercier l'ensemble des participants, les organisateurs pour l'ensemble des choses faites. Et moi je remercie le public et je vous remercie aussi pour ce cadrage psychologique qui était très intéressant. Merci.